Lorsque Tom Orr s'est assis dans le coin tranquille de sa cabane pour enregistrer ce qu'il pensait être son dernier message à sa femme, ce moment avait un poids qu'aucun téléspectateur n'avait jamais vu auparavant. Pendant des années, les téléspectateurs l'ont regardé dans Mountain Men comme l'incarnation de l'indépendance sauvage. L'homme qui pouvait résister à des hivers brutaux, affronter les prédateurs sans crainte et vivre dans un endroit où la plupart des gens ne tiendraient pas une semaine. Mais ce jour-là, seul avec une caméra et la lente réalisation que le temps le rattrapait, le légendaire montagnard ne pensait pas à la survie au piégeage ou au prochain hiver rigoureux dans la nature sauvage. Il pensait à Nancy. Et lorsqu'il a enfin commencé à parler, sa voix portait quelque chose que les téléspectateurs n'avaient jamais entendu auparavant, la vulnérabilité, le regret et une profondeur d'amour qui avaient été discrètement cachés derrière des décennies de silence stoïque. La cabane de la vallée de la rivière Yaak n'avait jamais semblé aussi calme. Pendant des décennies, elle avait été remplie des sons ordinaires d'une vie proche de la terre, le crépitement d'un poêle à bois, le grincement de meubles construits à la main, le bruit sourd des bottes arrivant des sentiers enneigés. C'était un endroit où Tom et Nancy Orr avaient partagé des milliers de repas, d'interminables nuits d'hiver et d'innombrables conversations sur le travail qu'il fallait faire le lendemain simplement pour continuer à vivre dans un endroit aussi isolé. Aujourd'hui, à 79 ans, Tom est assis seul à la même table en bois qu'il a construite de ses propres mains bien des années auparavant. Ses doigts, marqués par les cicatrices laissées par des décennies de tannage de peau, de coupe de bois et de façonnage d'outils à partir de matériaux bruts, bougent avec précaution tandis qu'il ajuste l'appareil photo que sa fille l'a aidé à installer plus tôt dans la journée. Pendant un long moment, il s'est contenté de fixer l'objectif. « Je ne sais pas comment commencer », dit-il finalement, sa voix se brisant d'une manière qui aurait choqué quiconque l'aurait observé pendant des années. J'ai affronté des grizzlies. J'ai survécu à des hivers qui auraient brisé la plupart des hommes. J'ai subi des blessures qui auraient probablement dû m'achever il y a bien longtemps. Il s'est arrêté prenant une lente inspiration. Mais trouver les mots justes pour Nancy, c'est plus difficile que tout. Tom a levé la main et s'est essuyé les yeux avec le revers de sa manche, comme s'il était surpris par les larmes elles-mêmes. Les gens qui le connaissaient avaient compris quelque chose d'important. Tom Orr ne pleurait pas, ni devant les caméras, ni devant les étrangers, et rarement même devant sa propre famille. Pendant la majeure partie de sa vie, il avait représenté une sorte de force tranquille qui semblait presque inébranlable. L'homme assis ce jour-là était différent. Il n'était pas la légende que le public admirait à la télévision, mais un mari qui avait soudain pris conscience que la vie qu'il avait bâtie avec la femme qu'il aimait était peut-être sur le point de s'achever. « Nancy se repose dans l'autre pièce », dit-il doucement après un moment. « Elle ne sait pas que je fais cela. Si elle le savait, elle rirait probablement et me dirait que je suis ridicule. Elle dirait que nous avons encore des années devant nous, que je m'inquiète pour des choses qui ne sont pas encore réelles. » Une autre pause a suivi. « Mais je connais mon corps », poursuit-il tranquillement, « et je sais ce que les médecins ne disent pas à voix haute. » Cette prise de conscience est la raison pour laquelle il a allumé la caméra cet après-midi-là, non pas pour attirer l'attention ou la sympathie, mais parce qu'il y a des choses qu'il ne peut plus se permettre de ne pas dire. Il s'ensuivit près de 40 minutes d'honnêteté brute et sans filtre, un enregistrement si personnel et émotionnellement dévastateur qu'il n'apparaîtra jamais dans Mountain Men. La vie que Tom et Nancy avaient bâtie dans la nature avait toujours été présentée aux téléspectateurs comme quelque chose d'inspirant, presque romantique dans sa simplicité. Mais la vérité que Tom partageait dans ce message révélait une réalité bien plus compliquée. Des fragments de l'enregistrement circuleront plus tard parmi les membres de la famille, révélant discrètement des morceaux de ce que Tom avait dit. Ces fragments racontent une histoire bien plus profonde qu'un simple « au revoir ». Ils ont révélé une confession. Tom a parlé des décisions qu'il avait prises des décennies plus tôt, alors qu'il était jeune têtu et absolument certain que la nature sauvage était le seul endroit où il pouvait vraiment appartenir. Il a parlé des sacrifices que Nancy avait acceptés sans se plaindre des fardeaux qu'elle avait portés en silence, parce qu'aimer Tom signifiait embrasser la vie qu'il avait besoin de vivre. Il a surtout parlé du regret, non pas celui qui survient soudainement, mais celui qui s'accumule lentement au fil du temps, couche après couche, comme la neige qui s'accumule au cours d'un long hiver dans le Montana. Au début, il semble léger et inoffensif, beau même. Mais s'il n'est pas touché suffisamment longtemps, il peut devenir assez lourd pour faire s'effondrer tout ce qui se trouve sous lui. Quiconque a écouté l'enregistrement complet en est ressorti avec une vérité que les gens reconnaissent rarement lorsqu'ils romancent la vie en dehors du réseau. Le choix de cette vie n'affecte pas seulement la personne qui en rêve.
Elle affecte tous ceux qui les aiment. Et parfois le poids de ce choix est plus lourd que ce à quoi l'on s'attend. Bien avant l'arrivée des caméras de télévision dans la vallée de la rivière Yak, Tom et Nancy Orr étaient simplement deux jeunes gens dont les vies se sont croisées d'une manière qui allait tout changer. Leur histoire a commencé au début des années 1970. À l'époque, Tom parcourait le circuit des rodéos à la recherche de l'adrénaline de la compétition et de la modeste somme d'argent qui l'accompagnait. La vie de rodéo était imprévisible, de longs trajets des villes temporaires et le sentiment constant que le lendemain pouvait vous emmener dans un endroit complètement différent. Pour Tom, cette incertitude était naturelle. Il avait toujours été attiré par la liberté et le mouvement plutôt que par la stabilité. La vie de Nancy était très différente. Elle travaillait dans un petit restaurant de l'Illinois où elle servait du café des tartes et des repas nocturnes aux voyageurs de passage. Ses journées étaient une routinière prévisible et ancrée dans le genre de rythme ordinaire que la plupart des gens attendent de la vie. Elle n'avait aucune raison d'imaginer qu'un jour, elle laisserait derrière elle tout ce qui lui était familier. Puis Tom a franchi la porte. Leur relation a évolué rapidement, alimentée par une connexion que ni l'un ni l'autre ne comprenaient à l'époque. Tom n'a jamais essayé de cacher qui il était ou ce qu'il voulait. Dès le début, il a parlé ouvertement de son rêve de vivre loin des villes, loin des foules, loin des systèmes sur lesquels la plupart des gens s'appuient tous les jours. Il a parlé de montagnes, de rivières et de la liberté que procure le fait de vivre de son propre travail. Il décrivait une vie où la survie dépendait de ses propres mains plutôt que des épiceries, des réseaux électriques ou des commodités modernes. Pour beaucoup de gens, ces idées semblaient téméraires, voire insensées. C'est en tout cas ce que pensait la famille de Nancy. Ils l'ont averti à plusieurs reprises que Tom était un rêveur, peut-être même un homme poursuivant des fantasmes qui ne pourraient jamais devenir réalité. Ils lui ont dit que le suivre dans la nature signifiait renoncer à la sécurité, au confort et à l'avenir prévisible que la plupart des gens espèrent. À bien des égards, ils avaient raison. Mais Nancy a vu quelque chose de différent en Tom. Sous sa confiance obstinée se cachait une certitude que la vie qu'il décrivait n'était pas seulement possible, elle était nécessaire. Et d'une certaine manière, cette certitude l'a attiré vers lui plutôt que de la repousser. Des années plus tard, lors d'une de ses rares interviews dans les premières saisons de Mountain Men, Nancy est revenue sur cette décision. Tom n'a jamais menti sur ce que serait notre vie. Il m'a dit que ce serait difficile, que nous serions isolés, que je devrais apprendre des choses que la plupart des femmes n'ont jamais besoin de savoir. Elle sourit légèrement en se souvenant. Et j'ai quand même dit oui. Ils se sont mariés en 1973, et ont presque immédiatement commencé à s'éloigner de plus en plus de la vie que la plupart des gens connaissent. Ils ont d'abord vécu dans des régions reculées de l'Illinois, puis ils ont poussé plus loin cherchant des endroits où la terre était plus rude et où les foules disparaissaient. Ils ont fini par trouver ce qu'ils cherchaient dans la vallée de la rivière Yaak, dans le Montana, l'un des paysages les plus isolés et les plus impitoyables de la partie continentale des États-Unis. Chaque déménagement a fait disparaître une couche supplémentaire de la vie moderne. L'électricité a disparu de même que l'eau courante. Les voisins proches sont devenus rares. L'aide médicale, si elle était nécessaire, pouvait se trouver à des heures de route. Toutes les commodités que les citadins considèrent comme acquises ont lentement disparu de leur vie quotidienne. Nancy s'est adaptée. Elle apprend à tanner les peaux d'animaux, à conserver la viande pour l'hiver, à réparer leurs cabanes et à se préparer à des hivers où les températures peuvent descendre jusqu'à 40 degrés au-dessous de zéro. La neige peut s'accumuler si profondément qu'elle engloutit le paysage, transformant la cabane en un petit îlot de chaleur entouré d'une blancheur infinie. Elle a également appris quelque chose d'autre, comment supporter la solitude. Parfois, Tom devait s'absenter pendant des jours, voire des semaines, pour aller chercher des provisions ou prendre un travail saisonnier. Pendant ces périodes, Nancy restait seule dans la nature entourée de silence et de la certitude que l'aide était loin si quelque chose tournait mal. Blessures, maladies, accidents, chacun d'entre eux peut mettre la vie en danger lorsque l'on vit si loin de la civilisation. Mais dans cette dure réalité, Tom et Nancy ont aussi construit quelque chose de rare. Ils n'étaient pas simplement mari et femme, ils étaient partenaires dans la survie. Leur dépendance mutuelle allait bien au-delà du soutien émotionnel. Chaque tâche permettant à leur vie de fonctionner exigeait coopération et confiance. Lorsque Tom s'est blessé au dos, au point de pouvoir à peine se tenir debout, c'est Nancy qui s'est occupée des lignes de piégeage et a effectué le travail physique exigeant nécessaire pour les maintenir en activité.
Des années plus tard, lorsque Nancy a contracté une pneumonie au cours d'un hiver rigoureux, Tom s'est occupé d'elle en utilisant les ressources limitées dont il disposait dans la cabane. Il a veillé sur elle en permanence, se fiant à son instinct et à son expérience pour le guider dans une situation qui aurait pu facilement se terminer différemment. Ces moments loin des caméras et loin de tout public ont défini leur relation plus que n'importe quel épisode télévisé. Et c'est à ces souvenirs, les sacrifices, les risques, les années d'endurance tranquille, que Tom Orr pensait lorsqu'il s'est assis seul à cette table, enregistrant des mots qu'il espérait que Nancy entendrait et comprendrait un jour. Les caméras qui sont finalement arrivées pour documenter leur vie ont capturé la surface, les compétences, le paysage, les routines quotidiennes de la vie hors réseau. Ce qu'elles n'ont pas pu complètement capturer, c'est la profondeur de l'interdépendance, la façon dont Tom et Nancy étaient devenus si imbriqués qu'aucun ne pouvait vraiment exister sans l'autre. Ils étaient des partenaires au sens le plus vrai, leur relation testée et renforcée par des conditions qui auraient détruit la plupart des mariages, mais il y avait un prix à payer. Nancy avait renoncé à des relations avec des membres de sa famille qui ne pouvaient pas comprendre ou accepter ses choix. Elle avait renoncé à la possibilité d'avoir des enfants, un sacrifice dont elle parlait rarement, mais dont Tom savait qu'il lui pesait plus qu'elle ne l'admettait. Elle avait renoncé à la communauté et aux relations sociales dont la plupart des gens ont besoin, acceptant une vie dans laquelle ses principaux compagnons étaient un homme et la nature sauvage qui les entourait. Dans son message, Tom a abordé directement ses sacrifices. « Nancy a tout abandonné pour moi », a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Sa famille et ses amis, toute forme de vie normale. Elle l'a fait parce que je le lui ai demandé, parce que j'avais besoin de cette vie plus que de toute autre chose. Et elle ne me l'a jamais jeté à la figure, elle n'a jamais dit qu'elle le regrettait, mais je sais que cela lui a coûté. Je sais qu'il y a eu des moments où elle a dû se demander à quoi aurait ressemblé sa vie si elle avait épousé quelqu'un de normal. Il s'est arrêté luttant pour continuer. J'ai pris les meilleures années de sa vie et je les ai passées dans un endroit où nous voyions peut-être 10 personnes par an, où elle ne pouvait pas avoir d'enfants parce que nous étions trop loin des soins médicaux et que le risque était trop élevé, où elle s'est épuisée pendant des décennies juste pour nous aider à survivre. Et je me suis dit que ce n'était pas grave parce qu'elle l'avait choisi. Après tout, elle savait dans quoi elle s'engageait. Mais savoir ce que l'on choisit et vivre avec les conséquences de ce choix pendant 50 ans, ce sont des choses différentes. La culpabilité dans sa voix était palpable. Le poids de décennies de reconnaissance tacite que leur vie commune, aussi belle et authentique qu'elle ait été, avait exigé de Nancy plus que ce qu'un partenaire devrait peut-être demander. La crise de santé qui a tout changé. Le déclin a commencé subtilement comme c'est souvent le cas pour ce genre de choses. Tom a remarqué qu'il s'essoufflait plus facilement en accomplissant des tâches autrefois routinières. Fendre du bois l'épuisait comme jamais auparavant. Le froid le gênait davantage, pénétrant plus profondément dans des eaux qui avaient résisté à plus de 70 hivers dans le Montana. Il l'a d'abord considéré comme les effets inévitables du vieillissement, le ralentissement naturel du corps après des décennies de dur labeur physique. Mais Nancy a remarqué d'autres choses. Elle a vu qu'il se déplaçait plus prudemment, qu'il se reposait plus fréquemment, et que son appétit avait diminué. Elle remarquait le léger tremblement de ses mains, qu'il essayait de dissimuler, la façon dont il semblait parfois confus à propos de choses qui auraient dû être automatiques. Et elle s'inquiétait en silence, parce qu'évoquer des préoccupations signifiait affronter des possibilités auxquelles aucun d'eux ne voulait faire face. Le voyage pour consulter des médecins, un voyage qu'ils avaient évité pendant des années, traitant eux-mêmes les blessures et les maladies chaque fois que cela était possible, s'est finalement produit lorsque Tom s'est effondré alors qu'il travaillait sur leur système d'alimentation en eau. Un instant, il était debout, ses outils à la main, et l'instant d'après, il était à terre. Nancy criait son nom et essayait de décider si elle pouvait l'emmener à l'aide médicale avant que ce qui se passait ne devienne irréversible. Il a repris conscience quelques minutes plus tard, insistant sur le fait que ce n'était rien, qu'il s'était juste levé trop vite ou qu'il n'avait pas assez mangé ce jour-là. Mais Nancy a mis les pieds dans le plat, avec une fermeté qui les a surpris tous les deux. « Nous allons en ville, nous allons voir un médecin, et tu n'as pas le droit de vote dans cette affaire. » Le diagnostic, lorsqu'il est enfin tombé après une batterie de tests qui ont pris des semaines, était à la fois précis et terriblement vague. Une maladie cardiaque avancée pour quelqu'un qui a vécu une vie si active physiquement, des problèmes neurologiques correspondant à un stade précoce de démence, bien que les médecins aient averti qu'un diagnostic définitif était difficile. La fonction rénale,
décline à un rythme qui nécessiterait une intervention plus tôt que tard. Combien de temps avait demandé Tom, sa voix stable malgré la main de Nancy qui serrait la sienne si fort qu'elle lui faisait mal? Le médecin avait pris des précautions, parlait de variables et d'options de traitement et de l'importance de réduire le stress et les contraintes physiques. Mais le sous-texte était clair, des années, pas des décennies. 5 probablement moins, surtout si Tom insistait pour continuer à vivre dans des conditions qui mettraient à l'épreuve un trentenaire en bonne santé. La recommandation était sans ambiguïté, déménager en ville, ou du moins dans un endroit où l'accès aux soins médicaux est plus facile, réduire le travail physique et envisager des options de vie assistée compte tenu du diagnostic de démence. En d'autres termes, abandonner tout ce qui avait défini la vie de Tom et de Nancy au cours des 50 dernières années. Ils étaient rentrés au Yac en silence, tous deux ayant assimilé ce qu'ils avaient entendu, tous deux comprenant que des décisions impossibles se profilaient à l'horizon. Tom ne pouvait pas imaginer quitter la vallée, ne pouvait pas s'imaginer dans un appartement ou un centre d'aide à la vie autonome, ne pouvait pas imaginer une vie où il ne travaillerait pas de ses mains et ne vivrait pas de son propre labeur. Mais il ne pouvait pas non plus imaginer demander à Nancy de le regarder se détériorer dans un endroit où obtenir de l'aide pouvait faire la différence entre la vie et la mort. « Je ne partirai pas », avait-il finalement dit alors qu'il se dirigeait vers leur cabane. « Je ne peux pas, c'est ce que je suis, et je préfère passer 2 bonnes années ici que 10 années misérables ailleurs. » Nancy l'avait regardé les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Alors je reste aussi. Nous avons commencé ensemble, et nous finirons ensemble. » Mais Tom savait ce qu'il lui demandait d'accepter. Rester signifiait que Nancy deviendrait sa gardienne, qu'elle le verrait décliner et qu'elle risquerait de se retrouver seule dans l'un des endroits les plus isolés d'Amérique lorsqu'il finirait par mourir. Cela signifiait que c'était elle qui trouverait son corps, qui s'occuperait des conséquences, qui continuerait d'une manière ou d'une autre une aventure qui n'avait de sens que parce qu'ils étaient ensemble. Dans son message enregistré, Tom a abordé cette question directement. Les médecins disent que je devrais déménager en ville, aller dans un endroit où il y a des hôpitaux et des centres de soins et toutes les choses qui sont censées vous garder en vie plus longtemps. Mais Nancy me connaît suffisamment pour savoir que ce genre de vie me tuerait plus vite que n'importe quelle maladie. Elle a donc accepté de rester ici, de s'occuper de moi quand je ne pourrai plus m'occuper de moi, d'être là à la fin. Et c'est la chose la plus égoïste que je lui ai jamais demandée. Sa voix s'est complètement brisée. Elle mérite mieux que de me voir oublier qui elle est. Elle mérite mieux que d'être coincée ici seule après mon départ. Mais je suis trop lâche pour affronter la mort ailleurs. Alors je lui demande de se sacrifier encore une fois, le plus grand des sacrifices. Et elle va le faire parce que c'est ce que Nancy est. Elle restera avec moi jusqu'à la fin, même si c'est difficile. Mais Nancy ne l'a jamais dit aux caméras. Mountain Men a dépeint Nancy Orr comme la partenaire capable sans complaisance, la femme qui pouvait tanner une peau, transporter du bois, entretenir une cabane isolée et survivre à des hivers brutaux sans hésitation. À l'écran, elle apparaît stable et sûre d'elle, parfaite contrepartie de l'assurance robuste de Tom. Ce que les caméras n'ont jamais filmé, c'est la vérité plus silencieuse qui se cache sous cette compétence, la solitude, le doute et les moments où l'isolement ressemble moins à la liberté qu'à l'enfermement. Pendant des années, Nancy a tenu des journaux qu'elle n'a jamais voulu que quelqu'un d'autre lise. Ils n'étaient pas écrits sous le coup de la colère ou du regret, mais avec honnêteté. C'était un espace privé où elle pouvait exprimer des pensées qui n'avaient pas leur place dans leur routine de survie quotidienne. Après que Tom a enregistré son message d'adieu, Nancy s'est assise avec lui et a partagé des parties de ses journaux, voulant qu'ils comprennent que le fait d'avoir choisi leur vie volontairement ne signifiait pas que cela s'était fait sans douleur ou sans heurte. L'une des entrées de 1994 a retenu l'attention. Nancy a raconté avoir vu passer une famille sur un chemin forestier, les parents et 3 enfants riant de quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle a décrit une soudaine vague de jalousie qui l'a déstabilisée. Ce n'était pas de l'envie pour les enfants eux-mêmes, mais la facilité de ce moment, la connexion occasionnelle d'appartenance à quelque chose de plus grand. Elle s'est rappelé que ce qu'elle et Tom partageaient était plus profond que la plupart des relations. Mais elle a admis qu'elle se demandait ce que cela aurait pu être de faire partie d'une communauté plus large, d'avoir des racines qui s'étendaient au-delà de deux. Une autre entrée écrite en 2003, avait un autre type de poids. Tom était parti depuis 5 jours pour rassembler des provisions et le silence était devenu écrasant.
Nancy a raconté qu'elle sortait la nuit et criait aussi fort qu'elle le pouvait juste pour entendre une voix humaine. Personne ne lui répondait. Personne ne pouvait lui répondre. Hélas a écrit que l'isolement qui avait été ressenti comme une indépendance lui donnait maintenant l'impression d'être oubliée, comme si elle avait glissé complètement en dehors des limites du monde. Ces journaux n'étaient pas les mots d'une personne qui regrettait sa vie. C'étaient les mots de quelqu'un qui assumait honnêtement son coup. Nancy aimait profondément Tom et trouvait un sens à la vie qu'ils avaient construite ensemble, mais elle avait aussi sacrifié des formes de connexion que la plupart des gens considèrent comme acquises. Parfois, ce sacrifice l'oppressait avec une force qu'elle pouvait à peine nommer. Lorsque Tom l'a écouté lire ses entrées, il s'est effondré comme Nancy l'avait rarement vu. Des larmes ont coulé sur son visage lorsqu'il a demandé pourquoi elle ne lui avait jamais dit que c'était trop. « Pourquoi n'ai-je jamais demandé quelque chose de différent ?» a répondu Nancy sans hésiter. Ce n'était pas trop, disait-elle. C'était parfois difficile et solitaire, et il y avait des moments où elle imaginait d'autres versions de sa vie. Mais elle l'avait choisie, et elle avait choisi leur vie ensemble. Si on lui donnait à nouveau le choix, elle le ferait. Pourtant, Nancy a également admis qu'elle avait une peur qui s'était renforcée depuis le diagnostic de Tom. Elle avait peur de ce qui se passerait après. Elle avoue qu'elle ne sait pas si elle peut rester seule dans la vallée, car l'endroit n'a de sens qu'avec Tom. L'idée de partir la terrifie encore plus. Le monde extérieur a évolué sans elle pendant 50 ans, et elle ne sait plus comment y exister. Les compétences qui l'avaient maintenue en vie dans l'isolement ne se traduisaient pas facilement dans la société moderne. Cette crainte hantait Tom. Dans ses réflexions privées, il était confronté à la possibilité qu'il ait fait de Nancy une personne parfaitement adaptée à un monde qui pourrait ne plus exister pour elle une fois qu'il serait parti. Il craignait que sa force forgée par des décennies d'isolement ne devienne un handicap plutôt qu'un refuge. Pour lui, c'était comme s'il avait transformé la femme qu'il aimait en quelqu'un pris entre deux mondes, n'appartenant pleinement ni à l'un ni à l'autre. Cette prise de conscience a recadré le message d'adieu de Tom. Ce n'était pas seulement une excuse ou une déclaration d'amour, c'était aussi une reconnaissance de responsabilité. Il comprenait que la résilience de Nancy avait un prix, et que ce prix pourrait être payé plus lourdement après son absence. Sa crainte n'était pas qu'elle manque de force, mais qu'elle ait été forcée de l'utiliser d'une manière qui réduisait ses choix. Ce que Nancy n'a jamais dit aux caméras, mais qu'elle a dit à Tom lors de ses dernières conversations, c'est que l'amour et la perte ne sont pas opposés. Ils existent souvent ensemble, enchevêtrés et inséparables. Son histoire n'était pas celle d'une souffrance tranquille, ni d'une dévotion aveugle. C'était l'histoire d'une femme qui avait choisi une vie exigeante, en étant pleinement consciente de sa beauté et de son coût, et qui faisait maintenant face à l'incertitude de ce qui allait suivre avec la même honnêteté qu'il avait portée à travers tout ce qui s'était passé auparavant. L'adieu qui a brisé une légende, le cœur du message de Tom, la partie qui bouleverserait quiconque l'entendrait, était son adresse directe à Nancy, enregistrée avec la tranquille certitude qu'elle la regarderait après qu'il serait parti. Il n'y avait pas de drame dans la mise en place, pas de musique, pas de tentative d'adoucir le moment. Juste Tom seul à la table parlant à la femme qui avait façonné toute sa vie. Nancy commença-t-il sa voix déjà instable. « Si tu regardes ça, c'est que je suis déjà parti et que tu es seul comme tu ne l'as jamais été, et j'en suis désolé. » Il déglutit difficilement les mots, lui coûtant manifestement plus que n'importe quelle douleur physique qu'il ait jamais endurée. « Je suis désolé de t'avoir amené dans un endroit où être seul signifie être plus isolé que la plupart des gens ne peuvent que l'imaginer. Je suis désolé de ne pas avoir pu être le mari qui t'a donné une vie plus facile. Je suis désolé que mon idée du paradis t'ait obligé à renoncer à tant de choses. » Pendant un long moment, il n'a rien dit. Le silence s'étira lourd et intime, comme s'il lui donnait le temps de s'asseoir avec la vérité. « J'ai besoin que tu saches certaines choses, continua-t-il. D'abord, chaque jour que nous avons passé ensemble en valait la peine pour moi. Chaque hiver brutal, chaque blessure, chaque nuit, nous ne savions pas si nous allions nous en sortir. Je referais tout cela si cela signifiait t'avoir à mes côtés. Tu es la seule chose dans ma vie qui ait jamais compté plus que la nature sauvage. » Puis sa voix s'est adoucie. « Deuxièmement, j'ai besoin que vous vous pardonniez ce que vous ressentez en ce moment. Si vous êtes soulagé, c'est normal. Si tu es en colère contre moi parce que je t'ai laissé dans cette situation, c'est bien aussi. Si tu es fatigué au plus profond de tes os, c'est bien aussi. » Il se pencha légèrement en avant comme s'il essayait de réduire la distance qui les séparait. « Si vous êtes prêt à quitter la vallée pour ne plus y revenir, vous avez ma bénédiction. Cet endroit était mon rêve, pas le vôtre.
vous l'avez vécu pour moi et c'est à vous de choisir la suite. Ce qui suivit fut la partie que Tom avait manifestement répétée et redouté le plus. Troisièmement, il dit doucement, et c'est la chose la plus difficile que j'ai à dire, que j'étais égoïste. Le mot était suspendu dans l'air nu et sans garde-fou. Je savais ce que je te demandais d'abandonner et j'ai demandé quand même. Je te voulais plus que je ne voulais être juste envers toi. Je me suis dit que tu avais choisi cela librement. Et c'est vrai, mais je sais aussi que j'ai été persuasif. J'ai dépeint cette vie comme quelque chose de romantique, de pur. J'ai minimisé la difficulté de cette vie. Sa voix s'est complètement brisée. Je savais que tu m'aimais assez pour me suivre n'importe où et j'ai utilisé cet amour pour obtenir ce que je voulais. Les larmes ont coulé non cachées. Tu mérites quelqu'un qui aurait construit une vie autour de ce dont tu avais besoin, pas quelqu'un qui attendait de toi que tu construises ta vie autour de ce dont il avait besoin. Vous méritez des enfants si vous en voulez. Vous méritez des voisins, des amis, une communauté. Vous méritez un accès facile aux médecins et à la sécurité et à toutes les choses dont j'ai décidé qu'elles n'étaient pas importantes. Il secoua lentement la tête, mais voilà, Nancy, tu m'as tout donné de toute façon. Sa voix se stabilisa non pas parce que la douleur diminuait, mais parce que la vérité exigeait de la clarté. Tu m'as donné 50 ans de partenariat que la plupart des gens ne connaissent jamais. Tu m'as donné une maison dans l'endroit que j'aime le plus. Tu m'as donné une vie qui avait un sens pour moi, et je vais aller dans ma tombe en sachant que j'ai été aimé par la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Tom s'essuya les yeux, luttant pour continuer. « Voici donc ce que j'attends de toi maintenant, dit-il. Vivre. Vivre vraiment, ne pas survivre, ne pas se contenter d'exister. Vivez de la manière qui vous convient le mieux. Si cela signifie rester dans la vallée, restez. Si cela signifie déménager en ville, déménagez. Si cela signifie trouver des gens, nouer des relations et découvrir des parties de vous-même qui sont restées enfouies, ici, faites-le. Ne laissez pas mes choix définir votre vie entière. » Puis de façon inattendue, son ton s'est durci juste un peu. « Et Nancy, si tu es en colère contre moi, si tu es assise là à penser à toutes les façons dont je t'ai laissé tomber, retiens cela. Utilise-le. Ne laisse pas le chagrin me transformer en saint. » Je n'en étais pas une. Un sourire faible et triste s'est dessiné. J'étais têtu. J'ai été égoïste. Je t'aimais profondément, mais je t'ai aussi demandé trop d'efforts. Souviens-toi de cela. Souvenez-vous du vrai moi de tout cela. Le message ne se terminait pas par la grandeur, mais par la vulnérabilité mise à nu. « Je t'aime, Tom, » chuchotait. « Je t'aime depuis le moment où je t'ai rencontré, et je t'aimerai au-delà de tout ce qui viendra après. Merci de m'avoir donné une vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci d'être mon partenaire, merci d'être resté alors que n'importe qui d'autre serait parti. » Sa voix a failli disparaître. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et tu vas t'en sortir. J'y crois de tout mon être. » La caméra a continué à tourner pendant plusieurs secondes après qu'il a cessé de parler. Puis l'écran s'est éteint, laissant derrière lui, non pas une légende, mais un homme enfin honnête sur le coup de la vie qu'il a choisie et la femme qu'il a payée à ses côtés. L'héritage d'une histoire d'amour en montagne. Le message de Tom Orr à Nancy n'a jamais été diffusé sur Mountain Men, mais son existence est devenue connue au fur et à mesure que la santé de Tom déclinait, et les membres de sa famille ont discrètement reconnu ce qu'il avait enregistré. Les producteurs ont immédiatement reconnu le poids dramatique de ce message et ont insisté pour en intégrer une version dans la série. Pour eux, il s'agissait d'une occasion rare de montrer la vulnérabilité d'un homme dont l'image publique était construite sur l'endurance et le silence. Tom et Nancy ont refusé sans hésiter. Ils ont convenu que certaines vérités étaient faites pour être vécues et non diffusées, et que certains moments perdaient leur sens lorsqu'ils étaient transformés en spectacle. Malgré cela, des fragments du message ont commencé à circuler en privé, provoquant une prise de conscience inconfortable. Pendant des années, les émissions axées sur la vie hors réseau ont offert une vision soignée de l'autosuffisance, de la liberté et de la clarté morale. Les difficultés étaient présentées comme nobles, l'isolement comme pur et la lutte comme quelque chose qui forgeait le caractère plutôt que d'en tirer un prix. Ce que le message de Tom révélait, c'était la partie rarement montrée, le travail émotionnel porté par les partenaires, le rétrécissement des choix et la façon dont le dévouement exige souvent qu'une personne plie plus que l'autre. Nancy a finalement abordé le message publiquement non pas avec amertume, mais avec clarté. Elle rejette l'idée que Tom lui a fait du tort en lui demandant de partager sa vie. Elle explique qu'il a toujours été honnête sur ce qu'il voulait et ce que cette vie exigerait, et qu'elle l'a choisi les yeux ouverts. Les épreuves, dit-elle, ne sont pas une trahison, mais une réalité
qu'ils ont accepté ensemble. Les sacrifices ont été accompagnés de décennies d'intimité, d'objectifs et de triomphes partagés que peu de gens connaissent. Pendant qu'elle parlait, Nancy a fait comprendre que le message de Tom était moins une excuse qu'un acte d'amour façonné par la peur. Il voulait lui donner la permission de s'éloigner de la vie qu'ils avaient construite une fois qu'il serait parti parce qu'il craignait que la loyauté ne l'enferme dans la solitude. Elle apprécie cette impulsion mais n'en accepte pas les prémices. Leur vie, insiste-t-elle, n'est pas quelque chose qu'elle a enduré pour lui. C'est quelque chose qu'elle a choisi, qu'elle a vécu pleinement et qu'elle poursuivra sans ressentiment ni regret. La vérité de leur histoire se trouve quelque part entre la culpabilité de Tom et l'acceptation de Nancy. Leur mariage était ancré dans un partenariat authentique, mais partenariat ne signifie pas symétrie. Tom avait besoin de la nature sauvage d'une manière que Nancy n'avait pas, et l'aimer signifiait permettre à ce besoin de façonner la direction de leur vie commune. Ce déséquilibre n'invalide pas leur amour, mais il le complique. Il révèle comment la dévotion peut être à la fois belle et coûteuse, et comment l'engagement demande souvent à une personne de renoncer à des possibilités qu'elle aurait pu explorer autrement. Ce qui a rendu le message de Tom si dévastateur pour ceux qui l'ont entendu, ce n'est pas la tristesse d'un adieu, mais l'honnêteté de sa prise de conscience. Elle a mis en lumière une vérité que beaucoup évitent de reconnaître. Les personnes que nous aimons le plus sont souvent celles qui subissent les conséquences de nos désirs les plus profonds. Tom a construit la vie qu'il a soutenue, et Nancy a rendu cette vie possible grâce à des décennies d'adaptation, d'endurance et de grâce. En fin de compte, Tom a reconnu ce déséquilibre, a lutté avec lui et a essayé de la libérer de son poids. La question de savoir si cette reconnaissance était suffisante n'est pas une question à laquelle le public doit répondre. Elle appartient uniquement à Nancy, car c'est elle qui a vécu la vie et qui continue à vivre avec ses séquelles. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que leur histoire dans sa forme complète et compliquée est bien plus exacte que le mythe souvent présenté à la télévision. C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire sur le coup, sur les négociations discrètes, à l'intérieur de longs partenariats et sur la culpabilité qui peut accompagner le fait d'obtenir exactement la vie que l'on voulait. Mountain Man continuera à montrer la cabane, les lignes de piège et les rituels quotidiens de survie qui ont fait de Tom et Nancy des icônes de l'autosuffisance. Pourtant, pour les téléspectateurs qui connaissent le message, ces images ont un poids nouveau. Elles suggèrent non seulement la compétence et la résilience, mais aussi les courants émotionnels invisibles qui les sous-tendent. Elles évoquent un mariage façonné par l'isolement, un amour éprouvé par des décennies de sacrifices et deux personnes qui ont construit ensemble quelque chose d'extraordinaire. En même temps, chacun a payé un prix que l'autre ne pourra jamais rembourser complètement. En ce sens, l'héritage de Tom et Nancy n'est pas diminué par la vérité de son adieu, il en est approfondi. Les adieux de Tom à Nancy n'étaient pas seulement une reconnaissance de l'approche de la mort. C'était un bilan d'une vie vécue selon ses propres termes et une dernière tentative désespérée de libérer sa femme de l'obligation de continuer à vivre ainsi après son départ. Reste à savoir si elle acceptera cette liberté ou si la nature sauvage est devenue une partie trop importante de son identité pour être quittée. Les histoires d'amour les plus profondes sont souvent les plus compliquées et les partenariats les plus solides peuvent toujours être hantés par des questions d'équité et de coût qui n'ont pas de réponse facile.